À la recherche de la tradition. Une émission de Louis Calafert avec la participation de Bernard Douéret. Bernard Douéret, nous saluons nos auditeurs et nous voici une fois encore devant le micro de recherche de la tradition. Et nous avions donné à ces mêmes auditeurs une habitude qui était celle d'avoir une sorte de petite chronique bibliographique. Nous l'avons plus ou moins abandonnée et il se trouve que puisque nous avons parlé récemment des Rose-Croix, vous avez une sorte de communication à nous faire. Oui. Une revue. Oui, c'est la qui revue s'appelle Atlantis. Atlantis. Et il se trouve que cette revue Atlantis, qui est une revue déjà ancienne, puisqu'elle est actuellement, elle affiche sa 39e année, le fondateur en fut Paul Lecourt, un personnage assez intéressant d'ailleurs de l'histoire de ces mouvements ésotériques avant la dernière guerre. Cette revue Atlantis a entrepris, et depuis son dernier numéro, le numéro de janvier-février 66, une série d'études précisément sur le sujet qui nous avait occupé dans nos 3 dernières émissions, à savoir la Rose-Croix. Et j'ai entre les mains la première livraison de Atlantis qui s'appelle la Rose-Croix, premièrement, aperçu symbolique. Et nous trouvons là effectivement des études qui sont intéressantes, et d'autant plus intéressantes qu'elles arrivent en quelque sorte à titre de involontairement sans doute, de complément par rapport à ce que nous avons dit, car le point de vue qui est... Est-ce qu'elles vont dans le même sens que... Ça rejoint exactement la perspective que nous avions signalée, qu'il n'était guère possible d'étudier la Rose-Croix uniquement dans l'ordre de ses filiations historiques. Nous avions en effet essayé de montrer ce qu'il y avait d'intemporel dans le mythe ou la tradition, comme l'on voudra, de la Rose-Croix. Et le premier numéro d'Atlantis que nous avons sous les yeux ici, de janvier-février 66, je le rappelle, le numéro 233, délibérément étudier les aspects symboliques de la Rose-Croix, et même insiste davantage sur la rose que sur la croix. Ce qui nous vaut une série d'études qui émanent de spécialistes d'ailleurs, comme Lucien Carny, Marcel Moreau, Pyram, et également d'Eugène Cancelier, dont nous savons qu'il est tout particulièrement intéressé par l'alchimie, comme en témoigne un de ses récents ouvrages parus chez Jean-Jacques Pauvert, en plus et en dehors des différentes préfaces qu'il a écrites pour les œuvres de Fulcanelli, ou du pseudo-Fulcanelli. Et on insiste donc très spécialement sur le symbole de la rose. D'une part, en montrant la rose en elle-même, en tant que fleur, et ses origines orientales, puisque les premières roses françaises viennent de Provins, c'est la rose rouge de Provins, introduite peut-être par des Templiers, ou tout au moins par les comtes de Champagne, et d'autre part, développe des aperçus symboliques concernant cette même rose. Rose blanche et rose rouge. Ça nous fait penser à certains épisodes de l'histoire d'Angleterre, voire même de l'histoire américaine, mais également ça nous fait songer, bien sûr, à des phases du grand œuvre alchimique. Et c'est en ce sens que la rose est tout particulièrement étudiée dans ce numéro d'Atlantis, qui développe ainsi des aperçus sur lesquels nous-mêmes, dans nos émissions consacrées à la Rose-Croix, nous n'avons pas beaucoup insisté, nous les avons même à peine effleurés. La rose, dans ses origines botaniques et historiques en Europe, si je peux dire, la rose dans ses significations arithmosophiques, la rose dans ses significations alchimiques. S'agit-il de la rose proprement dite? S'agit-il de la rosée? Et l'on fait allusion ainsi à un des agents du grand œuvre. Nous en avons parlé d'ailleurs. Nous avons parlé. Toujours est-il qu'il y a un numéro que j'ai trouvé personnellement très enrichissant, et sincèrement, je me permets de le recommander à l'attention de nos auditeurs, et j'ose espérer que les 2 autres numéros d'Atlantis qui sont annoncés et qui suivront toujours sur ce même thème seront d'une qualité égale.
Bon, alors, je répète une fois encore, Douéré, que nous nous tenons évidemment à la disposition de nos auditeurs en ce qui concerne toute bibliographie en dehors de cette revue. Je vais vous demander tout de même où est-ce qu'on peut se la procurer et si elle est... je crois que c'est un problème peut-être un petit peu difficile, non? Eh bien, non, évidemment, on peut être abonné ou ne pas être abonné. Bien sûr, oui. Alors, si on est abonné, il n'y a pas de problème. Mais à Lyon, il y a au moins une librairie, sans vouloir faire aucune publicité, ce qui est contraire à nos habitudes, mais c'est un renseignement. Il y a au moins une librairie, à ma connaissance, où l'on peut trouver cette revue Atlantis, c'est la librairie des Archers, rue Gasparin, où on est assuré de trouver ce numéro. Bon, alors je vais, moi, compléter, si vous le voulez bien, la revue Atlantis, je vais donner l'adresse de l'édition, ce qui est peut-être encore plus sûr pour les auditeurs que ça intéresse. Alors, revue Atlantis, 30 rue de la Marseillaise, c'est facile, à Vincennes, Seine. Voilà. Alors, cela dit, Douéré, nous allons peut-être continuer notre émission, enfin, en dehors de cette parenthèse bibliographique, nous allons continuer l'émission proprement dite. Alors, nous en avons fini avec ce que nous avions abordé lors des dernières émissions. Alors, aujourd'hui, si vous le voulez bien, je vais tout de suite vous passer la parole pour disons pas un nouveau cycle, parce que nous n'avons pas la prétention de faire des cycles, mais un nouvel état de ces, de ces panoramas que nous essayons d'esquisser semaine après semaine. Et aujourd'hui, peu soucieux de la chronologie comme nous le sommes. Oui, les auditeurs le savent d'ailleurs. Les auditeurs le savent. Il faut qu'ils nous le pardonnent parce que... Il faut qu'ils nous le pardonnent, oui. Il y a tout de même une difficulté à suivre une chronologie tout à fait rigoureuse, surtout derrière un micro. Oui, et d'ailleurs, d'autre part, je pense que cela peut très bien se justifier à différents égards. Ces manquements vis-à-vis de la chronologie. Nous justifions nous-mêmes. Nous justifions nous-mêmes, c'est fort agréable. C'est la meilleure des méthodes. En ce sens que, de toute façon, ce qui est authentiquement traditionnel, au sens où nous l'avons développé à ce même micro, échappe de toute façon, à certains égards, à la temporalité, et que, d'autre part, le personnage dont j'aimerais que nous parlions aujourd'hui est un personnage du XIIIe siècle, puisqu'il s'agit d'Albert le Grand, Saint Albert le Grand même, et que ce personnage, en fait, est une personnalité qui peut, aussi surprenant que ça puisse éventuellement paraître, toucher très particulièrement des esprits modernes à cause de l'étendue de son génie et à cause de la manière toute spéciale qu'il a de présenter les rapports entre la science, au sens presque moderne du terme, puisque de toute façon on considère qu'Albert le Grand est un des fondateurs de la science moderne, et rapport donc avec cette science moderne et ce que lui appelait la théologie et ce que nous appelons d'autre part, nous à l'heure actuelle, les sciences occultes, puisqu'aussi bien Albert le Grand, quoi qu'en disent certains de ses biographes, peut-être trop bien ou trop mal, je ne me prononce pas, trop bien ou trop mal intentionnés, en disent. Bon, de toute façon, puisque notre émission, rappelons-le, s'égrène sur nos ondes depuis bientôt 3 ans maintenant, c'est un nom qui ne doit pas être tout à fait inconnu à notre public. J'ai souvenir que nous avons déjà prononcé ce nom, effectivement. Eh bien, je voudrais d'abord, comme nous en avons coutume et d'une manière simple, sans prétendre faire étalage d'érudition, et compte tenu du fait que nos auditeurs peuvent toujours, s'ils le veulent, nous demander des compléments bibliographiques que nous efforcerons de leur fournir. Dans la mesure de nos moyens. Dans la mesure de nos moyens, bien entendu. Je voudrais présenter une sorte de biographie d'Albert le Grand pour le situer en même temps en son temps et montrer l'intérêt que peut présenter sa pensée dans ce XIIIe siècle, qui est un siècle assez extraordinaire, et même par rapport à notre XXe siècle. Oui, nous l'avons souligné à plusieurs reprises d'ailleurs. C'est exact. Eh bien, Albert le Grand est né en 1206 et il est mort en 1280. Il est né en 1206 à Lauingen, dans le canton, ou le diocèse plutôt, comme on disait à l'époque, d'Augsbourg, en Bavière. Et il est né dans une ville qui était déjà une ville libre, dépendant directement de l'empereur, ville assez riche, ville bourgeoise. J'insiste sur ce fait car nous aurons l'occasion de voir certaines actions d'Albert le Grand par rapport à ce mouvement d'émancipation des villes et de la bourgeoisie à cette époque. Il est lui-même d'une famille bourgeoise aisée et
On est assez peu renseigné sur ses premières études. Le latin, bien sûr, comme en témoignent des citations fréquentes, encore qu'il soit de ceux qui aient contribué à développer la prose allemande, surtout la prose oratoire, par ses différentes prédications. Et d'autre part, on signale également, dès son enfance, un goût très prononcé, même un certain don, pour l'observation des phénomènes naturels. Il y a là, je pense, peut-être une sorte de permanence à l'intérieur d'un certain type de pensée allemande. Nous avons, les auditeurs s'en souviennent sans doute, déjà parlé de Paracelse à cet égard, et du grand intérêt qui est porté à l'observation directe de la nature, non pas l'observation en cabinet, si l'on ose dire, in vitro, mais in vivo. Après ces premières études qui sont donc assez mal connues de la réflexion même de ses biographes, on le retrouve ensuite en Italie, et tout particulièrement à Bologne, où il est signalé en 1222. Bologne était une université alors surtout célèbre pour la formation juridique qu'elle donnait. Mais c'est à Bologne qu'il va se trouver au carrefour, au premier grand carrefour en quelque sorte, de son existence. Et si sa famille entendait le voir se diriger vers des études juridiques qui l'auraient mené à devenir un fonctionnaire de sa cité natale, lui va se trouver en présence des dominicains, ou de ceux qu'on appelait plutôt à l'époque les frères prêcheurs. Et là, il faut insister un peu particulièrement. Les frères prêcheurs étaient soutenus très vigoureusement dans la région de Bologne par un Allemand, Jourdain de Saxe. Et il y a une grande nouveauté dans cet ordre. De même d'ailleurs que dans l'ordre, non pas parallèle, mais historiquement voisin, des franciscains, c'est-à-dire des frères mendiants. Et en quoi consiste cette nouveauté? Eh bien, les mendiants franciscains, aussi bien que les prêcheurs dominicains, étaient les premiers moines au XIIIe siècle à sortir du cloître, promouvant ainsi une très nouvelle fonction du moine dans la cité, et entrant ainsi en différents domaines en concurrence avec les séculiers, les clercs. Sortir du cloître, c'était véritablement une très grande aventure sur le plan monacal et par rapport aux habitudes de l'époque. Autre aventure et autre problème en ce qui concerne les dominicains, c'est la promotion accordée à l'étude. Dans quelle mesure l'étude est-elle véritablement nécessaire au salut du moine ou au salut du chrétien? Oui. Voilà un des problèmes, deux des problèmes plutôt très importants qui vont heurter les dominicains et Albert le Grand lui-même à leur temps. Et d'ailleurs, au début, pour en revenir à Albert le Grand lui-même, sa famille va s'opposer à son entrée dans l'ordre de Saint-Dominique. Mais finalement, à la suite d'un songe, d'ailleurs il y a des quantités de songes et de visions qui croisent la vie d'Albert le Grand, il va finalement accepter d'endosser la robe blanche de Saint-Dominique. Mais préalablement, quels ont été ces rapports avec l'ordre? Eh bien, il avait été converti en gros par Jourdain de Saxe, et il lui avait promis d'entrer dans l'ordre de Saint-Dominique. Puis ensuite, sa famille est intervenue, et il a hésité, il était encore d'ailleurs très jeune, et puis finalement, Jourdain de Saxe l'emporte, Albert passe par-dessus ses hésitations, et va prononcer ses vœux de dominicain. Voilà comment ça s'est passé. D'ailleurs, il avait eu un rêve, et Jourdain de Saxe, au cours d'une prédication, a interprété ce rêve immédiatement d'une manière qui a beaucoup frappé Albert le Grand, et ça a été certainement un des motifs qui ont contribué à le confirmer dans cette voie qu'il pressentait. Alors, il entre donc chez les dominicains, et il est envoyé à Cologne. D'ailleurs, le nom d'Albert le Grand reste associé à celui de la ville de Cologne. Mais j'allais vous poser la question, d'ailleurs. Oui, on dit... Pourquoi Albert le Grand? On dit Albert le Grand, c'est dans la légende qui suivra. Son épitaphe le nomme le phénix des docteurs. Les historiens modernes reconnaissent que sa pensée est extrêmement importante en Europe, domine le XIIIe siècle, beaucoup plus que celle de son disciple saint Thomas d'Aquin. Et son nom est associé à Cologne parce qu'il a beaucoup fait pour la ville de Cologne et pour le couvent des dominicains de Cologne. Et d'autre part, sa sépulture est à Cologne.
Et il a à la fois fait des études et à la fois enseigné à Cologne même. Alors, les études qu'il a faites à ce niveau-là sont des études qui portent fortement l'empreinte de l'ancienne scolastique. Il est formé à l'ancienne, alors que lui va développer un enseignement nouveau. Il est vraiment la charnière de deux âges. L'enseignement qu'il a reçu, eh bien, mettait les commentaires bibliques au premier plan. Et puis ensuite, l'étude du fameux livre des sentences de Pierre Lombard, une sorte de catéchisme par demande et par réponse. Mais bientôt, ce sera lui aussi qui va enseigner. Et son enseignement sera extrêmement nouveau. Il est porté d'ailleurs, en ce sens, par le courant d'ensemble des dominicains et par tout un courant de pensée du XIIIe siècle qui est extrêmement important, il faut bien le dire, non seulement par rapport au XIIIe siècle, mais par rapport à l'évolution de la pensée occidentale. Oui, en général, enfin, d'ailleurs nous en avons eu des preuves à plusieurs reprises dans ce que nous avons dit en ce qui concernait plusieurs individus d'ailleurs dont nous avons parlé. C'est cela, nous pensons par exemple à Roger Bacon, à Thomas d'Aquin, disciple d'Albert le Grand, ou bien à Raymond Lull. Et quel est ce courant? Eh bien, c'est vraiment une des grandes rencontres de la pensée chrétienne avec la pensée antique. Pensée antique et tout particulièrement la pensée d'Aristote. Et cette pensée aristotélicienne venait à l'Europe du Nord et du Nord-Ouest par le canal de l'Espagne. Là, je ne veux pas entrer dans tous les détails parce que ça nous emmènerait tout de même assez loin, mais il faut insister sur la situation très particulière de l'Espagne à cette période-là. L'Espagne qui voit, elle, la première, la confluence entre le courant arabe et le courant chrétien. Mais au-delà du courant arabe, il y a tout ce qu'apportent les Arabes. Et ils apportent des choses qu'ils ont attrapées à la bibliothèque de Bagdad, qu'ils ont attrapées en Égypte, et qui concernent aussi bien la philosophie classique, en particulier Aristote, ils commenteront beaucoup, de la Grèce antique, que des choses plus secrètes qui touchent en particulier le domaine de l'alchimie. Et je ne veux pas vous faites bien de mettre l'accent là-dessus, c'est extrêmement important. Et il y a toute une école de traducteurs à ce moment-là en Espagne qui apporte un authentique renouveau à l'étude de la pensée classique. Pas toujours de manière exacte, car on attribue à tel auteur des œuvres qui ne sont pas de lui. Et puis d'autre part, évidemment, parallèlement à la traduction proprement dite, il y a déjà des commentaires, particulièrement des commentaires d'origine arabe, en particulier le fameux Avicenne, puis un peu plus tard Averroès. Et à travers ces traductions, à travers les commentaires arabes, eh bien, la pensée chrétienne est d'abord à travers et par l'instrument d'Albert le Grand va affronter ce monde nouveau. Il va s'agir, en quelque sorte, de christianiser pour la seconde fois, de christianiser la pensée antique. Je dis pour la seconde fois parce qu'on a déjà vu cette rencontre une première fois dans l'histoire des premiers siècles du christianisme, et dans un autre auteur qu'Albert le Grand d'ailleurs étudiera de très près et commentera, c'est-à-dire le pseudo-Denis l'Aréopagite. Donc voilà exactement à quelle rencontre se situe Albert le Grand, et il est le premier, véritablement, avant Roger Bacon, avant saint Thomas d'Aquin, il est authentiquement le premier à affronter de face l'étude, lui chrétien, et chrétien absolument authentique, encore que sa canonisation est attendue longtemps avant de se produire à travers les âges, le premier à affronter la pensée ancienne. Et ça ne va pas, évidemment, sans grande difficulté. Ces difficultés vont se cristalliser à Paris. Je passe sur les différents lieux où a pu étudier ou enseigner Albert le Grand, mais enfin, c'est à Paris que ça va se situer. C'est à Paris que vraiment il commence son premier grand travail encyclopédique et son premier grand travail théologique. Travail encyclopédique, c'est-à-dire ce qu'il appelait, lui, les sciences naturelles, et qui consistait surtout en l'étude de la physique d'Aristote, et en une sorte de résumé, de rassemblement de ses expériences personnelles. Et travail théologique, en particulier, c'est à Paris qu'il commence à écrire sa Somme des créatures et son commentaire du livre des noms divins de l'Aréopagite. Il est d'ailleurs maître en théologie à ce moment-là à Paris. Il faudra attendre une dizaine d'années avant que la Sorbonne mette officiellement au programme, sous l'influence d'Albert le Grand et des dominicains et aussi des mendiants, pour que la Sorbonne mette à l'étude officielle la physique et la métaphysique d'Aristote.
Les dangers que l'on signalait à l'époque étaient les suivants. D'une part, on craignait qu'il y ait une recrudescence en quelque sorte de la pensée païenne, et d'autre part, un danger plus subtil, le danger de porter l'accent sur la raison et la philosophie et l'étude rationnelle, plus que sur la théologie, qui était considérée à l'époque comme la science mystique, donc relevant du domaine de l'intuition plus que du raisonnement. Et d'autre part, comme je le disais déjà il y a un instant, on se demandait dans quelle mesure il pouvait être utile et nécessaire à un chrétien de se livrer à l'étude aux dépens du temps consacré à du temps consacré à la méditation et à la prière proprement dite, qui paraissait seul nécessaire pour assurer le salut du chrétien. Albert le Grand saura d'ailleurs défendre excellemment son point de vue. D'une part, nonobstant les obstacles, eh bien, il encouragera de toutes les manières la traduction d'ouvrages anciens en toutes langues, de l'hébreu, de l'arabe, du grec, du syriaque, etc. Étudiant soi-même ces langues ou bien recherchant les spécialistes, comme on dirait à l'heure actuelle. D'autre part, il se livrera à un travail encyclopédique énorme et très particulier, en ce sens que il ne se bornera pas à faire un rassemblement le plus exhaustif possible à son niveau et au niveau des capacités de l'époque de toutes les sciences connues, mais il sera préoccupé de réaliser un véritable classement des sciences. Il est même le premier à avoir opéré ce travail. Et les sciences, pour lui, se classent d'une manière hiérarchisée. À chaque science son domaine, à chaque science sa méthode. Oui, je crois que d'abord c'est nouveau, puis enfin c'est très important. C'est nouveau et c'est en effet extrêmement important. C'est de l'ordre des cathédrales. C'est pas là-dessus que nous fonctionnons, quoi. Non, incontestablement non. Et c'est là, évidemment, qu'il est à la fois proche de nous, différent de nous. Proche de nous en ce sens que, par exemple, il y a le domaine de celui qu'il appelle les sciences naturelles. Et il estime que dans ce domaine-là, l'observation, le raisonnement sont essentiels. Il insiste encore peu sur l'expérimentation. Ce sera plutôt à l'époque Roger Bacon qui insistera là-dessus. Et il place au-dessus la philosophie, qui est du domaine du raisonnable et du rationnel, et il place encore au-dessus le domaine de la théologie, mais non pas d'une théologie intellectualisée et qui soit au fond une simple philosophie, mais une théologie qui pour lui est, il le dit lui-même d'ailleurs, plus du ressort de la méditation et de la prière que de l'étude proprement dite. Théologie au sens propre, donc science du divin. Donc il réalise le premier, un rassemblement de tout ce que l'on pouvait connaître à son époque, par l'observation directe ou par l'héritage des anciens, et il opère d'autre part un classement de toutes ces sciences, un classement qui est un classement vertical, qui répond à une certaine notion de la constitution de l'homme. Et cela seul, en soi, est déjà un effort absolument remarquable, et on a pu tirer Albert le Grand d'un côté ou de l'autre à cet égard, en les défigurant. On peut l'annoncer à cet égard, donc, soit comme un des promoteurs de la science moderne, fondée sur l'observation, sur le raisonnement, de même que la philosophie moderne, mais à ce moment-là, on oublie l'accent qu'il mettait sur la théologie, et on oublie aussi que dans les sciences naturelles, il classait des choses que nous appelons maintenant occultes, c'est-à-dire la magie, l'alchimie, et autres expérimentations du même ordre, qui pour lui ne sont pas du domaine de la surnature, mais simplement du domaine intermédiaire, si je peux dire, entre le métaphysique proprement dit et le physique également proprement dit. Quelle efficience à son époque? Énorme. Une audience réellement considérable, surtout en Allemagne et en France. Favorisée par les nombreuses pérégrinations. Alors là, je reviens un petit peu à sa vie. Très très rapidement, il devient bientôt provincial de Teutonie de l'ordre des Dominicains. Il sera ensuite nommé évêque de Ratisbonne et à cet égard libéré de ses obligations vis-à-vis de l'ordre des Dominicains. Il enseignera à Cologne, à Strasbourg, à Paris. Il sera même appelé à Rome par le pape Urbain V, qui était extrêmement soucieux de se documenter du point de vue philosophique et scientifique. La fin de sa vie, d'autre part, est très particulière, en ce sens qu'il se multiplie réellement à travers l'Allemagne.
c'est étonnant le nombre d'églises, de chapelles et de couvents qu'il est appelé à consacrer, comme si il avait envie de poser en quelque sorte sa marque et à travers lui la marque d'une nouvelle forme de la pensée chrétienne dans un espace privilégié. Donc sa pensée est extrêmement rayonnante et au XIIIe siècle, elle est plus importante que celle de Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, oui. Et c'est important à préciser parce qu'il est évident qu'à l'heure actuelle, une très grande part de la théologie repose sur le thomisme, alors qu'en fait, Thomas d'Aquin, premièrement, était à l'origine un disciple d'Albert le Grand, et que deuxièmement, à l'époque même, Albert le Grand était certainement beaucoup plus connu et suivi que son disciple. Disciple qui est mort avant lui d'ailleurs, et vers la fin de sa vie, Albert le Grand a tenu spécialement à revenir à Paris pour défendre certaines des thèses de Thomas d'Aquin qui avaient été attaquées en Sorbonne. Ceci d'ailleurs, signalons-le au passage, et ça porte un intérêt régional, peu après un concile de Lyon tenu en 1274. À ce concile, Thomas d'Aquin devait assister, il est mort en route à Fossa Nuova, et Albert le Grand, y a assisté lui-même. Donc c'est une pensée qui rayonne très très largement sur son siècle, vraiment dans tous les domaines. Et à quoi on peut attribuer à quoi cette espèce d'obscuration qui a... Eh bien, l'obscuration, il y a quelque chose certainement qui a porté un préjudice à Albert le Grand et qui crée encore un malaise dans des biographes récents. Oui. C'est évidemment le fait qu'Albert le Grand ait pu avoir dans ses filiations ces recueils que l'on trouve encore à l'heure actuelle et qui s'appellent le Petit Albert ou le Grand Albert, et qui viennent effectivement de lui. Ça tient également au fait, ceci même, que dans ce qu'il appelle les sciences naturelles, il mêle des choses que nous avons peine à retrouver sur le même plan. C'est-à-dire qu'il manie aussi bien l'observation que l'analogie. Il manie aussi bien l'observation à caractère dit scientifique, au sens que nous accordons à ce terme, que la recette qui lui vient d'un paysan et qui nous paraît relever du domaine de la sorcellerie ou de la magie. Oui. Or, précisément, il a étudié la magie. Il y a d'autre part une autre légende qui court autour d'Albert le Grand. On raconte qu'un jour, dans sa cellule, Thomas d'Aquin, qui avait un accès assez libre, au moment où Thomas d'Aquin, après avoir suivi les cours d'Albert le Grand à Paris, l'avait suivi à Cologne, Thomas d'Aquin serait entré brusquement, inopinément, dans la cellule monacale d'Albert le Grand, au couvent des Dominicains à Cologne, et aurait rencontré une figure qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans la cellule d'un moine, une figure féminine. Et assez bizarre, assez étrange, pour que Thomas d'Aquin, emporté d'une sainte colère, se soit évertué à la battre et à la chasser. De là une légende de magie, et si le cas était exact, cela signifierait que Albert le Grand aurait réussi authentiquement à créer une sorte d'androgyne. Oui, on est dans la légende, là, où... Oui, on est dans la légende, enfin dans la légende dans la mesure où légende signifie fait non attesté et non attestable. Ça n'est pas, à vrai dire, aussi extravagant que je risque de paraître en cet instant, ça n'est pas impossible dans la logique même d'une certaine magie et d'une certaine alchimie. C'est ce genre de création n'est pas impossible. On pourrait peut-être également se référer à certaines légendes judéo-alchimiques de l'Europe centrale. Et incontestablement, cette aura très particulière a beaucoup troublé des catholiques sincères et qui peut-être ne sont pas allés complètement jusqu'au fond des choses. Bon. Et quoi qu'il en soit, nous arrivons ainsi sur nous allons image. Conclure puisque le temps nous presse. Nous arrivons ainsi sur une image d'un personnage qui a réellement hanté les consciences, qui reste aux yeux de beaucoup un des maîtres de ce qui s'appelle maintenant, d'un terme peut-être malheureux, l'occultisme, et personnage qui par ailleurs est de toute façon d'une importance considérable quant à l'histoire de la pensée moderne, car au fond cette synthèse qu'il a réussi à opérer sous forme de hiérarchie entre tous les types de sciences, c'est un peu une synthèse après laquelle notre époque contemporaine est en train de courir.
Bon, eh bien Bernard Douéré, je vais vous remercier comme chaque fois. Je vais donner rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine. Et je crois que la semaine prochaine, nous aurons un invité. Oui, je le pense. Et ce qui nous permettra, au lieu de notre habituel petit dialogue, c'est plutôt un monologue d'ailleurs, disons-le, c'est tout à votre honneur, mais nous aurons un invité et nous continuerons évidemment dans le domaine allemand qui est le nôtre, que nous avons choisi depuis le début de cette série. Donc je vous dis au revoir et merci Bernard Douéré, et pour nos auditeurs, à la semaine prochaine.